bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve une dernière fois pour la preview de la NFC Est. Cette fois, on aura fait à la fin de ce podcast les 8 divisions de la NFL pour la saison 2023. La NFC Est est donc la dernière qu'il nous reste. Les Commanders, les Cowboys, les Giants et les Eagles qui vont se disputer le titre de division à la fin de la saison. Pour m'accompagner, je suis accompagné par 2 Giants ce soir, mais ils ont promis d'être impartiaux, donc ils le seront. C'est des gens extrêmement professionnels. On commence par Bertrand. Salut mon Bertrand, comment ça va? Bonsoir les agents libres, bonsoir Yaya, bonsoir Flav. Impartiaux, c'est évident, vu que de toute façon, on va parler d'une division qui va accoucher du futur gagnant du Super Bowl. Donc c'est évident. Les Voilà. Eagles. Et Yaya, salut mon Yaya, comment ça va? Salut Flav, salut Bertrand, salut à tous les agents libres. Je vais essayer de garder un petit peu mon impartialité, mais je ne suis pas sûr. Hein. Tu sais que je suis prompt à l'enflammade. Donc pourquoi pas une diatribe comme lundi dernier, enfin mardi. Pourquoi pas. Juste J'ai avant pas de- précisé qui pour le Super Bowl. Hein. J'ai pas encore précisé qui. Attention. Non, tu nous le Je diras laisse tout à la l'heure. surprise. Bah Et oui. je voulais juste te dire une chose, c'est que là, c'est la division qu'on appelait la NFC List et qui est maintenant la NFC Beast. Voilà, tout à fait. Juste avant de commencer ce podcast, remercier tous ceux qui nous écoutent et qui nous ont écoutés au fil de ces previews. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait extrêmement plaisir. Donc, merci de votre fidélité. On commence Merci à tout le monde. par donc cette NFC Est en global. Comme l'a dit Yaya, il y a quelques années, c'était une division qui peinait presque à avoir un qualifié en play-off. Heureusement qu'il y avait la place automatique pour le champion. L'an dernier, pendant un moment, toutes les équipes pouvaient se qualifier pour les play-offs. Les 4 équipes de cette division pouvaient être qualifiées en play-off. Yaya, sur une vision globale de cette division, cette année, est-ce que tu penses que ça va être très disputé, comme l'an dernier, avec des équipes très serrées les unes aux autres? Toujours, c'est une division qui est extrêmement compétitive. Même quand c'était la NFC List, ça a toujours été très compliqué entre les équipes. Pourquoi? Parce que c'est des franchises historiques avec des grosses rivalités. Je pense que c'est où il y a le plus de rivalités intra-division sur toute la NFL. C'est la division la plus compétitive, où il y a beaucoup de rivalités, il y a beaucoup d'animosité, et du coup, ça se prend beaucoup de matchs. Donc oui, c'est toujours très, très compétitif. Donc cette année, ça croise avec des grosses divisions à côté. Donc du coup, ça va être encore très tendu cette année, je pense. Donc on va voir. Je vois vraiment une division très très serrée, encore une fois, avec beaucoup de bagarres. Pour toi aussi, Bertrand, une division plutôt serrée cette année, où tu vois une équipe se détacher assez nettement? Moi, je vais nuancer par rapport aux propos de Yaya, c'est-à-dire que en fait, elle a toujours été très serrée, mais elle a souvent été très serrée durant les dernières années par rapport non pas en allant vers le haut, en poussant vers le haut comme la FC West peut être avec les Chiefs, les Chargers d'un certain point de vue, mais plutôt elle était serrée un peu aussi vers le bas. Ça veut dire que, après on va détailler, mais les Commanders ont été quand même, n'ont pas été aux fraises. Enfin, dans leurs meilleures années ces temps-ci. Les Cowboys ont parfois une instabilité qui fait aussi que de leur côté, ils ont pas été géniaux. Les Giants se relèvent à peine. En fait, il y a que les Eagles qui sont sortis vraiment du lot avec grâce à une équipe qui a été construite de toutes parts et correctement. Donc, au final, moi, je dirais plutôt là-dessus. Là où elle revient, c'est qu'effectivement, on commence à avoir des bribes d'une division qui est de mieux en mieux organisée, où les Giants, petit à petit, construisent quelque chose d'intéressant, et les Commanders repartent sur du renouveau. Donc ça pourrait devenir quelque chose de serré, mais qui est dans le positif, ou en tout cas dans le meilleur. Comme d'habitude, on va commencer cette preview de division par l'équipe qui a terminé dernier l'an dernier de cette NFC Est. Ce sont les Les Commanders Eagles. de Washington. Les Commanders de Washington qui ont connu une vente pendant l'intersaison, qui ont changé des choses, notamment au poste de quarterback avec l'arrivée, il était déjà là l'an dernier, mais
la prise de pouvoir, dirons-nous plutôt, de Sam Howell, un nouveau coordinateur offensif avec Eric Bieniemy qui est arrivé depuis les Chiefs de Kansas City. Est-ce que Bertrand, cette équipe des Commanders peut passer un cap? L'an dernier, c'était 8 victoires, 8 défaites, un match nul. Est-ce qu'elle peut rentrer avec un bilan positif cette année? Je dirais oui, parce que là, par rapport à ce que disait Yaya, on a une NFCS qui est très dure. Donc après, tout dépend dans la manière dont elle a été très dure entre les équipes. Mais on va dire, avec l'arrivée de Bieniemy, avec le fait qu'enfin Dan Snyder a quitté la franchise avec lequel il lui faisait plus de tort que de bien, on a peut-être quelque chose qui repart sur une bonne note. Et au final, c'est surtout l'influence de Bieniemy en tant que coordinateur offensif vis-à-vis de Ron Rivera qui va pour moi être la clé du succès. C'est-à-dire que s'il reste à sa place et que Ron Rivera garde toujours la main mise un peu sur l'équipe, j'ai peur qu'on tourne en rond malgré tout. Si Bieniemy arrive a priori comme génie offensif, comme beaucoup se sont dit génie offensif, et qu'au final, si tout se passe bien, il arrive à mettre sa patte et à faire avancer les choses, on risque d'avoir une équipe de Washington qui va passer, je pense, un cap également. Ce qui est pour moi plus notable, et c'est toujours ce que j'ai dit dans la construction d'une équipe, ce qui permet de faire avancer l'équipe, c'est qu'ils ont aussi été chercher des joueurs avec Andrew Willie, Nick Gates et Trenton Scott pour renforcer la ligne offensive, que ce soit sur l'intérieur de la ligne ou au niveau donc, du poste de tackle. Donc déjà, on sent que c'est une volonté de vouloir faire en sorte que Brian Robinson, que Antonio Gibson puissent avancer sur un jeu au sol déjà bien établi, et qu'après, avec Sam Howell, qui pour moi, effectivement, on n'est pas encore dans le quarterback du futur, et on ne sait pas encore ce qu'il vaudra, mais qu'il ait la possibilité d'avoir le temps de lancer à des joueurs qui ont prouvé déjà l'année dernière avec des quarterbacks beaucoup moins bons, qui pouvaient être performants, comme Terry McLaurin, Jalen Johnson ou Curtis Samuel. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui me fait dire que on repart du bon pied, on repart sur un nouvel élan de propriétaires, de volonté, peut-être même avec un changement d'identité. A priori, c'était dans les tuyaux, encore une fois. Donc, j'espère pas pour eux, parce que des changements d'identité, ça faisait beaucoup quand même pour les Commanders. Mais au moins, on repart sur un élan qui est totalement différent. Yaya, sur cette attaque des Commanders, est-ce que l'an dernier, elle avait été quand même en difficulté, l'escouade offensive de Washington. Il y a du talent, Terry McLaurin, Dodson, Samuel, Logan Thomas, Brian Robinson en running back. Est-ce que Sam Howell et Eric Bieniemy peuvent réussir à ce que la mayonnaise prenne et à faire monter cette attaque des Commanders? Ça va être tout le travail de Bieniemy. Alors, je vais juste apporter une précision, c'est qu'il n'est pas seulement coordinateur offensif, il est coach associé. Oui. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En gros, Rivera va faire l'année, et puis après, c'est fini, ça va être fini. C'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps, avec le rachat, de pouvoir se séparer de Rivera, qui a fait du travail, qui a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Donc, du coup, c'est pour ça. Pour revenir à Sam Howell, pour moi, l'objectif va être de masquer ses carences, et notamment sur le jeu de passe. Ce qui est pour moi très dommage, parce qu'un des receveurs les plus sous-cotés de la ligue, on est en train de passer à côté. C'est Terry McLaurin, qui est un petit peu abandonné, j'ai l'impression, qui fait beaucoup avec rien. Et normalement, on le verra pour d'autres, ça a été un peu l'inverse, avec des quarterbacks qui n'avaient rien et qui produisaient. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner. Une petite chose, c'est que l'année dernière, ça a patiné, l'attaque a patiné au début. Il y a eu un bien meilleur une fois que Vance était sorti, et surtout que Robinson est revenu avec le jeu de course. Donc, ça va être lui un petit peu la clé, pour moi, de l'attaque. Est-ce qu'il va pouvoir performer? Est-ce que la ligne va lui faire des brèches? Et c'est ça qui va être la vraie question. Et après, le succès va dépendre, à mon avis, plus d'un vrai facteur de la NFC East. Ça va être la défense, où qu'est-ce qui est encore Chase Young?
Chase Young, qui a été un deuxième choix de draft, qui avait, lui, changé la face des Commanders quand il était arrivé et les avait quasiment amenés en playoff. Et quand il s'est blessé, on a vu que ça avait complètement chuté. Son retour, pour l'instant, n'est pas couronné de succès, mais on sait que revenir des croisés, c'est long, surtout à des postes où lui, il est massif, donc il faut remuscler encore plus, il est lourd, donc c'est extrêmement compliqué. Et si ouais, vas-y, Bertrand. Surtout que donc les retours de training camp ont montré sur déjà le premier match de training camp, enfin de pré-saison également, qu'il s'était déjà reblessé très légèrement avec une pointe. On rentre dans un système de joueurs qui globalement, il y en a eu d'autres, hein, comme ça, j'ai pas les noms, mais qui partent sur une galère, une carrière galère, un peu. Je me blesse, je peux pas reprendre. Je fais 3 matchs de nouveau. J'ai peur que Chase Young, ça soit un peu ça. Et d'ailleurs, ils n'ont pas donné sa 5e année à cause de ça également, parce que je pense qu'ils attendent de voir aussi ce que ça va donner sur la saison à venir. Après, si lui, il est là, en soi, là, si on parle un peu de la défense, mais si lui est là, c'est quand même une défense qui peut faire peur également malgré tout. Alors après, on a les oppositions du calendrier où on sait que c'est un petit peu démentiel pour la NFC Est cette année, mais globalement, Chase Young, Daron Payne, Montez Sweat, Jonathan Allen. Bon, voilà, on a les 4 de devant. C'est quand même une défense qui est bien classée par les insiders américains aussi. Je crois qu'elle est quand même dans le premier tiers pour la saison. Et en fait, ils ont été également chercher Emmanuel Forbes au niveau de la draft assez haut pour dire de combler ou tout du moins renforcer un peu le backfield défensif qui en avait bien besoin. Donc, globalement, c'est pas la meilleure défense de la ligue, mais c'est une défense qui va embêter, je pense, beaucoup de monde si, je dis bien si, elle sait rester en bonne santé, si les deux coachs, que ce soit Rivera ou même s'il y a un coordinateur défensif, mais enfin, si Rivera et Benemy ne se marchent pas dessus et ne sont pas une petite guéguerre interne qui déstabiliserait l'équipe, et si, justement, Chase Young garde ses petites blessures hors du terrain. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Les mayonnaises prennent bien si les joueurs ne sont pas blessés. Oui, bah alors attention, parce que déjà, l'équipe coachée par Bignemi se plaint que les entraînements sont trop durs. L'attaque s'est plaint que les entraînements étaient trop physiques, effectivement, il y a quelques semaines de ça. Oui, bon, bien sûr. Ça va être changement de culture. Hein. C'est très compliqué. Ouais, elle est classée 7e au niveau de la défense. Donc, globalement, c'est vraiment un gros step si elle tient toutes ses promesses. C'est un gros step en avant. Mais bon, maintenant, ça va être compliqué parce qu'ils sont dans une division compliquée. Ils sont dans un calendrier qui est compliqué. Donc, bon, c'est sûr que ça va pas être une partie de plaisir cette année, encore une fois. On parle beaucoup du calendrier, je crois, si je dis pas de bêtises, et vous avez le droit de me corriger, qu'il croise avec notamment la FC Est cette année. Je vais te dire ça exactement parce que je me suis fait une petite liste vraiment nickel. En fait, et avec la NFC West et l'AFC Est, donc c'est-à-dire 49ers, 49ers Seahawks qui est pas mal, et puis après la FCS. Alors là, vous en avez parlé au dernier podcast de manière brillante sur les 10 dernières minutes d'ailleurs, a priori. Il y a les Jets, les Non, Bills, ça a été brillant pendant 53 minutes. Voilà, c'est ça. Les Jets, les Bills, les Patriots et les Dolphins. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué cette année. On passe aux Giants, les amis. 3e de division l'an dernier qualifié en playoff et vainqueur de leur premier tour de playoff face aux Vikings du Minnesota. Bilan de 9 victoires, 7 défaites et un match nul. L'année dernière, c'était contre les Commanders d'ailleurs, il me semble, le match nul, si je ne dis pas de bêtises. Totalement. Ces Giants de New York qui ont étonné l'an dernier, soyons honnêtes, très peu de gens les voyaient avant la saison pouvoir performer aussi bien. Ils sont allés en playoff, ils ont gagné un match de playoff avant de connaître un tour suivant un peu plus compliqué contre les Eagles de Philadelphie. Est-ce que, Yaya, les Giants ont fait la surprise l'an dernier et c'était un coup avant très longtemps, ou est-ce que c'est une équipe qui s'est construite pour durer à ce niveau de performance ?
j'ai envie de dire un peu des deux, mon capitaine. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'année dernière, il y a eu beaucoup de matchs, surtout en début de saison, qui se sont gagnés par une ou deux possessions. Donc tout allait dans le sens des Giants. La deuxième partie de saison, beaucoup moins, mais le coaching staff a très très bien ciblé les matchs à gagner, les matchs clés, et c'est ce qui s'est passé. L'effectif là est renforcé avec des manquements un peu comblés, des joueurs qui vont aller plutôt dans le sens du coaching staff, des coordinateurs, surtout en défense, on va en parler, où il va y avoir des joueurs qui sont plus Wick Martindale compatibles. À côté de ça, en attaque, on a rajouté des cibles à Daniel Jones. Daniel Jones qui a signé un contrat que beaucoup ont décrié, notamment dans la rédaction, n'est-ce pas Jordan, mais qui est finalement pas si élevé que ça au regard du marché. Donc du coup, je trouve que le front office fait du très bon boulot. L'année dernière, j'aime beaucoup parler d'année zéro. Je pense que c'est cette année, il va falloir pas marquer le pas, mais montrer que c'était pas justement l'année surprise. Dû à un calendrier facile, cette année c'est un calendrier très compliqué, il va falloir batailler. Quasiment un des calendriers les plus durs de la saison. Donc du coup, pour moi, on va vite savoir, il n'y aura plus d'excuses pour Daniel Jones. Ça va dépendre aussi de la santé et si les playmakers sont en bonne santé. Voilà, et pour moi, sur l'attaque, le vrai facteur, ça va être Evan Neal. Est-ce que Evan Neal, qui était un premier choix l'année dernière, qui était un premier tour, 7e choix, est-ce qu'il va pouvoir step up et être le joueur qu'on attendait, qui va être le pendant d'Andrew Thomas, qui lui a eu son bon contrat, pour donner du temps à Daniel Jones avec des cibles qui sont arrivées, Darren Waller notamment, le tight end qui est jusqu'à aujourd'hui était le tight end le mieux payé. Ça y est, il s'est fait dépasser aujourd'hui. Bon, plus des receveurs qui sont assez cohérents. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont faites cohérentes avec des contraintes liées à l'ancien front office. Bon, bah, je suis impatient de voir cette saison, voir comment ça va tourner et Brian Daboll, comment il va coacher cette équipe. On sait qu'en pré-saison, il avait un peu ronronné l'an passé et dès le premier match, il avait mis une victoire, il avait fait gagner un match très important. Donc, on rappelle et là encore une fois, je parle sous votre contrôle. Il me semble que c'était donc contre les Titans à Nashville, oui, et que il y avait eu une possibilité d'égaliser à la dernière seconde et que Brian Daboll avait choisi la conversion à 2 points pour faire passer les Giants devant, conversion réussie, et donc les Giants avaient gagné d'un point contre les Titans, alors que beaucoup s'étaient dit peut-être il aurait la logique aurait voulu qu'il aille jusqu'à la prolongation. Il avait choisi la conversion à 2 points. Grand bien lui en a fait pour ce coup-là. Bertrand, toi aussi sur Daniel Jones, t'es plutôt pendant de dire que le contrat est juste et que les cibles sont là pour que Daniel Jones puisse réussir une belle saison 2023. Bon, moi, j'ai rien à dire sur les Giants, c'est une équipe de merde, donc je vais pas en rajouter. Non, je plaisante. Globalement, je vois la saison à venir sur le même pendant que la saison dernière, avec un 9 victoires, 8 défaites ou 8-9. Voilà, je vais pas m'enflammer. Je vais pas m'enflammer. Pourquoi? Parce que en soi, il y a toujours la ligne offensive. Voilà, c'est pas méchant ce que je vais dire. On a si Evan Neal step up, on a les 2 tackles de chaque côté, formidable. Mais au centre, il faut que le rookie Schmitz prenne la mayonnaise de l'équipe. On est sur un rookie, donc inévitablement, il va falloir du temps. Les 2 gardes, Bredesen et comment on appelle ça? Ça va me revenir. Oui, alors ça, c'est quand tu es là, mais Glowinski, pardon. Bredesen et Glowinski, globalement, c'est bien, mais bon, et si Shane Lemieux rentre sur le terrain, bah là, on a vu des images de training camp, donc il se fait manger quoi qu'il arrive.
Donc c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est une équipe qui rentre dans un calendrier qui est beaucoup plus compliqué. Si Brian Daboll arrive à avoir un coaching qui permet à l'équipe de step up dans l'ensemble, c'est formidable. C'est pour ça que je dis que ça fera du 9-8-8-9. Mais on est sur une construction qui est raisonnée, sur une construction qui est bien pensée. Sean fait les choses correctement. Voilà, on a amené Darren Waller. Pour moi, c'est l'élément clé. Qui va dire, alors, Daniel Jones, voilà, je te donne une cible qui va permettre de faire une passe assez rapide, un peu sur le même genre de jeu que les équipes qui jouent avec leur tight end comme receveur principal, pratiquement. Parce que on sait que la ligne offensive, pour le moment, ne te donnera pas plus d'une seconde 9, 2 secondes pour pouvoir le lancer. En contrepartie, on va jouer passe profond avec des joueurs assez rapides, parce que quand même la moyenne de rapidité, je crois que c'est du 4,40, 4,39 pour tous les receveurs, que ce soit du Slayton, du Campbell, du Hodgins ou du Jalin Hyatt, le rookie qui vient d'arriver. Donc en fait, ils jouent sur cette rapidité-là, et donc ils ont un plan qui est déjà établi en soi de jeu. Ils ont ce plan. Et après, ils espèrent aussi que Saquon Barkley, malgré son contrat signé, attention à tous ces running backs qui signent un contrat d'une année, faut pas penser qu'ils vont jouer toute leur santé dessus. Donc moi, je pense à une production un peu moindre aussi, malgré tout, parce que Barkley va se dire, bon, bah, pourquoi j'irais me blesser à une équipe qui me donne qu'une année, même s'il aura à prouver, on est bien d'accord. Donc je me méfie de notre année. Je me méfie moins d'ailleurs en défense, parce qu'il y a eu quand même un recrutement qui a été fait intelligemment également. On va chercher des joueurs qu'on aurait pu avoir une draft comme Isaiah Simmons. On aurait pu lâcher les tours de draft à l'époque, et tout compte fait, on le récupère pour un paquet de sneakers. Donc c'est plutôt cool. Bobby Okereke est là, il va essayer enfin, même s'il est mieux en couverture de passe, de pouvoir protéger un peu, alors que c'est sur le jeu de le run-stop qu'on a un peu plus de mal, ça aurait été bien aussi. Mais si Aziz Ojulari est le pendant de Kevin Thibodeau et continue à bien performer, et si bien sûr Sexy Dexy, notre ami Dexter Lawrence, qui joue en zéro technique, arrive à faire ce qu'on a pu voir sur certaines vidéos où il enfonce complètement le centre, et j'espère qu'il fera la même chose avec Jason Kelce, ça me fera bien plaisir. Pour le coup, je me dis que voilà, l'équipe pourrait encore être tenue par sa défense. Il faudra que les Pinnock, les Jason Pinnock, les Dan Belton step up un peu par rapport à Adoree Jackson, Xavier McKinney ou le rookie Deontay Banks, parce que eux, je pense qu'ils auront la production nécessaire cette année. Merci les amis pour cette magnifique preview des Giants. Je n'ai rien à faire, et j'ai juste à admirer et écouter. On passe à vos amis les Cowboys de Dallas. Les Dallas Cowboys, 12 victoires, 5 défaites l'an dernier. Alors eux, ils ont vécu une saison un peu particulière l'an dernier, parce que quand beaucoup d'équipes, lorsqu'ils perdaient leur quarterback titulaire, avaient des difficultés à trouver leur jeu. On peut penser à Miami quand Tua Tagovailoa s'est blessé, par exemple. Dak Prescott, lui, quand il s'est blessé, s'est fait remplacer par Cooper Rush, qui a fait 5 victoires, 1 défaite. C'est plutôt pas mal pour le quarterback backup. La première que je vais poser, Yaya, c'est est-ce que aujourd'hui, Dak Prescott, c'est un petit peu l'année de la dernière chance pour lui? Sachant qu'ils sont allés chercher Trey Lance en QB3 là dernièrement, est-ce que c'est pour mettre la pression à Dak Prescott? Je ne pense pas. Clairement, je ne pense pas. Il est dans un fauteuil. Tant que Jerry Jones sera là et qu'il aura son contrat, il ne sera pas coupé. Alors je dis ça, mais pas en saison, il ne sera pas benché, parce que derrière, effectivement, il y a Cooper Rush. Mais si tu benches Dak Prescott, ça veut dire que tu as fait une croix sur ta saison. Ou alors, il faut vraiment qu'il fasse des performances catastrophiques. Donc, il a des cibles, peut-être un petit peu moins en termes de tight end, mais on lui a amené des cibles sur les postes de receveur, CeeDee Lamb, Brandon Cooks, Michael Gallup. On lui a enlevé son meilleur ami, Ezekiel Elliott. Bon, je pense que malgré tout, Dallas, cette année, ne va pas vivre de son attaque.
Oui, c'est justement ce que j'allais demander aussi, Bertrand, sur cette attaque. On a donc effectivement l'ajout de Brandon Cooks, qui est quand même pas rien comme receveur dans le corps de receveur, un corps de receveur qui, somme toute, semble tout à fait intéressant pour les Cowboys. Par contre, en running back notamment, on a Tony Pollard. Tony Pollard qui est un excellent running back, ça là-dessus le problème est pas là, mais qui revient quand même d'une très grosse blessure. Est-ce que se priver, alors cette priver d'Ezekiel Elliott ou même plus largement pas être allé chercher quelqu'un d'autre, est-ce que ce serait pas, est-ce que c'est pas une erreur à ce niveau-là, tout miser sur la santé de Tony Pollard? Est-ce que c'est pas un peu risqué comme pari? Moi, je pense que le pari, il est là-dessus. Mais je pense que le pari, il est aussi sur l'entêtement de Jerry Jones et de Mike McCarthy au niveau de relations propriétaire-coach. Je vais m'expliquer par rapport à ça. C'est que Kellen Moore est parti, sous d'autres cieux, apporter ses conseils offensifs, et je crois que c'est chez les Chargers de mémoire, au final. Et le problème, c'est que Mike McCarthy va décider d'appeler les jeux. Et puis, je vais pas rappeler certains passages de match où on l'a vu un peu, comment on appelle ça, faire son équipe enchaîner les pénalités dans tous les sens. Mais je veux dire, c'est un bon coach, mais c'est pas le génie. C'est pas un Andy Reid ou un Bill Belichick ou même un Cal Shanahan. Globalement, le souci, c'est qu'il emmène cette équipe selon ses principes à lui. Et j'ai peur qu'en fait, l'équipe meure avec ses principes. Donc effectivement, Tony Pollard est seul. S'il se blesse, le deuxième running back, c'est Rico Dowdle. Bon. Et après, D'ici c'est donc, Deuce Vaughn. Deuce Vaughn, ouais. c'est notre ami qui avait fait un buzz pendant la draft. Vous vous souvenez quand il avait été, Et même pendant le training et même camp. pendant le training camp, quand il avait été appelé par son papa et tout pour être choisi par les Cowboys. Et il avait fait d'ailleurs un très bon premier match de pré-saison aussi, Deuce Vaughn. En passage, ça peut être quelqu'un qui peut se révéler, on sait jamais. Dans Oui, cette, oui, non, mais bien sûr. Après, nous, Alors, on parle il a un vrai problème. Hein. en Il a tant un problème du Vaughn. que constat aujourd'hui d'équipe et de ce qu'elle apporte. Après, on n'est pas à l'abri que Deuce Vaughn se révèle ou que Rico Dowdle se révèle pendant un match parce qu'il va falloir qu'il rentre et puis ça va être la star sur 4-5 matchs et puis voilà, tout ça est lancé. Donc c'est sûr que là, on ne fait qu'un constat a priori sur des forces qu'on connaît en présence. Ce qui est certain, c'est que donc là-dessus, Mike McCarthy est dans cet emballement-là. La chose bien, ils ont récupéré Brandon Cooks, mais enfin, de toute façon, Brandon Cooks, en soi, il était en bisbille avec Houston. Et de toute manière, voilà, ça ne pouvait que fonctionner s'il allait ailleurs. Donc, tant mieux, ils l'ont récupéré. Il va pouvoir être soulagé aussi CeeDee Lamb, ou en tout cas, peut-être que lui va profiter du fait que les défenses vont se concentrer sur CeeDee Lamb. Après, ils ont perdu Dalton Schultz, qui lui est parti au Texan, pour le coup, qui était un tight end receveur. Et ils ont Jack Ferguson qui va être en remplacement, mais qui, moi, je pense, est un petit peu moins talentueux. La seule chose bien, c'est qu'ils ont récupéré une ligne offensive complète qui va pouvoir enfin jouer ensemble. Les Zach Martin, même s'il a un peu chipoté avec son contrat pendant un moment, il n'a pas été très très content, mais façon de parler. Et surtout Tyron Smith pour libérer le côté aveugle de Dak Prescott. Donc, même s'il est vieillissant. Donc, au final, c'est toute une ligne offensive de récupérer et qui, elle, va bien protéger ses joueurs. Donc, moi, ce qui m'embête le plus, au final, c'est que cette équipe, je trouve qu'elle a tout pour réussir, mais à chaque fois, c'est la même chose. Elle était capable, parce que je n'ai pas tous les scores, mais de coups d'éclat, de big step-up, de 40 pions claqués à des équipes à 14 ou 40 à 20, et puis le match d'après, perdre sur un 20-13, sur une équipe qu'on n'attend pas. Donc, elle est toujours en dents de scie au final. Et c'est ça qui me gêne avec les Cowboys, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver une certaine homogénéité, une certaine régularité dans les performances. Et leur défense, également, est un peu à l'image de ça, c'est-à-dire qu'elle joue beaucoup sur les turnovers au niveau de ses joueurs, avec les Trevon Diggs et autres, mais elle est capable de prendre des camions de yards à la course, en fait. Et ça aussi, d'un certain point de vue, ils n'ont pas encore passé le cap pour améliorer ce secteur de jeu. Mais ils ont quand même du matos en défense. Du Marcus Lawrence, oui. Micah Parsons. Ça va amener au moins 8 minimum, c'est un socle de base de sacs.
Tu as Leighton Van Der Esch qui, même s'il est un petit peu moins fort que son année rookie, ça a toujours à bas du boulot. Et puis, ils ont des machines à turnover. Stephen Oui, mais Gilmore. ils ont encaissé 130 yards à la course, Oui, ils étaient 22e de la ligue, par rencontre. oui, bien sûr, bien sûr. Après, oui, mais tu choisis ton poison, j'ai envie de te dire. Tu peux pas. Oui, tu peux pas être fort partout, mais globalement, si on cherche un endroit qui pourrait être un élément qui pourrait être, je veux dire, négatif pour cette équipe, sachant le calendrier, on répète, mais on va se répéter de nouveau, sachant le calendrier et certaines équipes qui vont rencontrer, je veux dire, ce problème de run-stop, tu le fais contre les 49ers, avec une équipe qui est très versatile au niveau de son attaque, entre les Deebo Samuel, les Christian McCaffrey, les Brandon Ayuk ou les George Kittle. Attention, hein, c'est turnover ou pas turnover, tu prends le bouillon. Hein. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est quand même à noter. Ah, mais complètement. Je suis d'accord avec toi. Et tu parlais de la défense, Yaya, justement, de Stéphane Gilmore qui a rejoint l'équipe. Alors, c'est plus forcément le Stéphane Gilmore de ses meilleures années, mais ça reste quand même un ajout important. Côté de quelqu'un comme Trevon Diggs, ça peut quand même donner une défense assez solide. Oui, totalement. Après, ça va être quelle pression ils vont pouvoir mettre sur le quarterback adverse pour soulager le backfield. C'est toujours la même chose. Et est-ce que eux vont pouvoir forcer le quarterback à retarder au maximum son lancer avec un meilleur pour pouvoir avoir des sacs. Donc du coup, l'un profite à l'autre. Donc oui, c'est toujours bien d'avoir ça. Quelle va être sa santé, quel va être son état. On sait que sur des postes comme il va avoir, il vaut mieux être plutôt en bonne santé, puisque dans une ligue qui est tournée vers la face, avec des receveurs de plus en plus talentueux, il va falloir faire attention. Et je rappelle que Diggs, certes, il fait beaucoup d'interceptions, mais c'est un peu do or die. C'est-à-dire que s'il ne fait pas l'interception, il prend des gros jeux derrière. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe également, pour terminer, c'est que l'équipe des Cowboys, c'est typiquement là l'équipe qui est très forte, à un très, très, très bon niveau dans ces deux escouades. La seule différence, c'est que dès qu'il s'agit de taper les meilleurs dans l'organisation, et là, c'est une question de coaching et d'organisation d'équipe, eh ben, ils ont plus de mal. Donc après, c'est là où ça pêche en playoff à chaque fois, même malgré un bilan l'année dernière de mémoire de 12 victoires, 5 défaites. Voilà, donc c'est ça, c'est ce qui arrive et j'ai peur que ça ne change pas malgré les renforts arrivés de Gilmore et de Brandon Cooks, par exemple. Ouais, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a tellement la pression de tout le pays, c'est la bien Steam. Donc du coup, il y a beaucoup de pression. Alors, c'est pas forcément la fanbase la plus bruyante, mais il y a beaucoup de pression médiatique autour. On rigole avec ça, mais Stephen A. Smith qui tous les lundis se moque d'eux, au bout d'un moment, ça doit énerver forcément. Donc voilà. On passe aux Eagles de Philadelphie, vice-champions en titre, puisqu'ils ont perdu l'an dernier au Super Bowl contre les Chiefs de Kansas City, mais ils sont champions en titre de la NFC Est, avec un bilan de 13 victoires, 4 défaites. Lors de la saison 2022, ces Eagles de Philadelphie qui visent peut-être encore plus haut cette année, avec un Jalen Hurts qu'on attend en progression. Ce sera la première question, Bertrand. Est-ce que Jalen Hurts peut encore faire mieux cette année, et est-ce que les Eagles peuvent aller encore plus haut? En fait, les Eagles, voilà, je vais pas être, comment on appelle ça, très très inventif, très très original en soi, mais les Eagles, pour moi, effectivement, dans une NFC qui est un tant soit peu pas plus faible, on va dire, mais tout du moins où les équipes sont pas autant, le niveau n'est pas autant resserré qu'en AFC. Il y a deux épouvantails, sont les 49ers et les Eagles. Donc ça va inévitablement, c'est une équipe qui est très très bien managée par Howie Roseman. Quand je dis très bien managé, c'est-à-dire qu'il fait les choses correctement pour que son équipe tourne et toujours non, il n'est pas une faiblesse à un point bien spécifique. On peut pas, toutes les équipes ne peuvent pas être bons partout puisqu'on peut pas mettre tout l'argent dans chaque joueur et qu'il faut avoir un équilibre salarial. Donc ça, c'est sûr. Il y aura toujours un élément où on peut dire ça, c'est moins bien. Mais il arrive toujours à faire en sorte que ça ne soit pas un élément qui déséquilibre tout l'ensemble de l'équipe dans les deux escouades. Donc ça, c'est un élément important. Deuxièmement, il arrive aussi, grâce à sa façon de manager les choses,
à enfumer, on va dire les choses clairement, et je crois que je l'avais déjà dit sur d'autres émissions, enfumer d'autres managers en général, en leur piquant des joueurs, en des tours de draft, comme il veut, et en arrivant à ses fins là où il veut arriver. Donc, on repart sur la même équipe. En plus, les joueurs auront plus tendance à vouloir venir dans une équipe qui fonctionne. Quand on voit DeAndre Swift, qui vient des Lions, et Rashad Penny, qui a très bien marché aussi chez les Seahawks, renforcé au niveau de la course, pour des joueurs par rapport à Miles Sanders qui est parti. Bon voilà, on n'est pas perdant. C'est quand même des joueurs qui sont là et qui vont apporter, qui dans un système qui fonctionne, avec une ligne offensive qui est exceptionnelle, ce qui est la meilleure ligne offensive peut-être de la ligue. Donc avec Jason Kelce qui est toujours là, vieillissant ou pas vieillissant. Donc ils ont perdu Seumalo, qui est parti sous d'autres cieux, mais de toute façon, ils seront toujours retombés sur leurs pattes vis-à-vis de leur ligne offensive. Et puis, les receveurs n'ont pas changé, ainsi que le tight end. Donc, on demande, c'est même pas on ne voit même pas ce qui pourrait justement gêner l'ensemble des choses. Après, en défense, globalement, ils ont des joueurs vieillissants. Fletcher Cox, c'est quand même assez vieillissant, mais c'est pareil, il apportera son expérience. Et même si Javon Hargrave est parti du côté des 49ers renforcer la défense des Niners, ils ont, dans la continuité, ils ont été chercher un joueur des Bulldogs de Georgia. Eux aussi, ils sont habitués à aller chercher des joueurs là-bas avec Jalen Carter. Et au final, c'est sûrement une mayonnaise qui va prendre aussi. Donc, on est dans la continuité de quelque chose qui fonctionne bien. La seule chose qui, pour moi, faire planter cette équipe, c'est son coach et un peu ses débilités qu'il fait un tant soit peu sur le terrain, et que même Jalen Hurts a dû reprendre au Super Bowl parce qu'il faisait n'importe quoi. Donc c'est quand même le joueur qui reprend son coach. Ou Jalen Carter qui débloque complètement, puisqu'il a quand même le rookie qui a été drafté, puisqu'il a quand même un passif assez chargé au niveau comportemental. Mais à part ça, c'est une équipe qui va tourner et qui est encore prétendante à la victoire au Super Bowl. Pour toi, Yaya, quel est le grain de sable qui peut rentrer dans le rouage de ces Eagles, qui peut les empêcher tout simplement déjà d'être champions de division ou de viser plus loin dans cette saison 2023? Ça a été un petit peu esquissé par mon ami Bertrand. C'est le coaching au sens large. Nick Sirianni, donc le coach, effectivement, il est un peu fantasque, on va dire, mais surtout, il a perdu ses 2 coordinateurs qui sont partis prendre des équipes en head coach. Donc, ça reste toujours des nouveaux équilibres. Alors, certes, il y a eu de la promotion en interne. De mémoire, c'est le coach offensif, le coordinateur offensif, c'était l'ancien coach des quarterbacks. Donc, c'est en interne, mais malgré tout, ça reste des changements. Donc, on va voir. Pour moi, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait que Swift remplace Miles Sanders soit vraiment une grosse plus-value. Je ne suis pas sûr. Jalen Hurts courait beaucoup avec le ballon, donc il va falloir peut-être qu'il se calme. Et j'ai un petit peu l'impression que la fenêtre de tir, il va falloir gagner cette année, parce que Jalen Hurts, je ne connais pas sa situation contractuelle, mais je crois qu'il a signé une extension, et je ne suis pas sûr que ce soit encore actif cette année. Donc du coup, une fois qu'il va falloir le payer, tu auras un peu moins de cap space pour payer d'autres joueurs. Donc c'est un petit peu maintenant ou jamais, ou alors il va falloir complètement remodeler l'équipe. Et quand tu as un quarterback que tu ne payes pas 40 millions, eh ben, ça fait quand même un petit peu de place pour les autres. Donc oui, je suis d'accord avec ça, avec le fait que pour eux, c'est le titre suprême ou rien, j'ai envie de te dire. Jason Kelce, oui, il est vieillissant. Ils ont un peu de profondeur. Il manque un peu de profondeur, je trouve, sur les receveurs. Attention, il va falloir suivre ça. Et la défense, effectivement. Jalen Carter, oui, effectivement, il y a eu des gros problèmes de comportement, ce qui a été un vrai red flag qu'il a fait descendre dans la draft. Ils l'ont eu au 16e choix, je crois, le choix des Saints. Donc, du coup, c'est effectivement, c'est une vraie interrogation. Mais après, Fletcher Cox, il est vieillissant. Hassan Reddick, pareil. Notre ancien cornerback, James Bradbury, qui fait le fameux holding au Super Bowl qui permet aux Chiefs de gagner.
On va voir Bravo, ce que ça va donner et ça risque d'être un peu l'edge. Et on sait très bien que la première année, il est très fort, la deuxième année, voilà. Donc, ça va être des choses à suivre. Pour moi, le grain de sable, pour revenir, c'est les coordinateurs. Donc, on va voir très vite dans quel état ils sont. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent une très bonne saison. Mais de là à rouler comme ils ont roulé sur la NFC en début de saison, je n'y crois pas. Ils ont un début de saison tout de suite aux Patriots, chez les Patriots. Donc, on va voir tout de suite de quel bois ils sont faits cette saison. Alors juste une toute petite chose avant, Jalen Carter a été choisi au 9e choix de la draft. 9e choix, pardon. Ouais, Je crois que c'était 9e. plus loin que ça. Autant pour moi. 9e. Mais Bon, voilà. il était prévu beaucoup plus. Ah bah, il était prévu d'être pris notamment par les Seahawks, potentiellement en 5, qui ont préféré Devon Witherspoon. Voilà. Notamment pour des raisons de comportement. Hein. Très probablement pour des raisons de comportement, oui. Bertrand, je te repasse la balle, tel Daniel Jones. Mais écoute, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Yaya. Là, pour le coup, la profondeur au niveau des receveurs, le coaching également, ça c'était très important et on sait à quel point ça a son importance. La seule chose, entre guillemets, quand je dis pas d'accord, c'est une façon de parler, mais avec la ligne offensive qu'ils ont, moi je peux te garantir que DeAndre Swift et Rashad Penny, malgré le fait que Jalen Hurts court beaucoup et qu'il faudrait, à mon avis, oui, pour changer, pour la longévité de sa carrière, changer un peu, ils vont s'éclater. Les mecs vont s'éclater. Je veux dire, il y a des brèches qui vont s'ouvrir, peu importe les équipes qui vont aller en face. On parle pratiquement de la meilleure équipe avec les Niners, avec les Chiefs de la ligue. Donc, je veux dire, DeAndre Swift, je pense que le mec, il est hyper heureux d'arriver là. Quoi. Je veux dire, il se dit, waouh, génial. Il y a Jalen Kelsey, il m'ouvre le Nil, tu vois, c'est la mer Rouge avec Moïse. Ouais, c'est Moïse, il y a Jalen Kelsey et c'est Moïse, et lui, il ouvre la mer Rouge, et puis vas-y, que tout le monde y va, et que le DeAndre Swift, il va prendre le chemin. Non, c'est évident que c'est un step-up monstrueux. Pour moi, c'est un step-up monstrueux, et on le verra. Et on le verra bien que, pour le coup, c'est important. Et les mecs n'hésiteront pas à venir, justement, chez les Eagles, parce que quand tu réussis, bah, ça se sait. La ligne offensive est classée première, et la défense est classée 4, voilà, sur 32. Globalement, c'est la meilleure équipe, c'est tout. C'est comme ça. Non, mais ça s'entend. Moi, je dis juste que par rapport à Miles Sanders, je suis pas sûr qu'il y ait un réel ajout. Voilà. Swift, c'était pas la première option du côté de Détroit. Hein. C'était Jamal Williams qui est parti du côté de New Orleans. Tout à fait. Donc tu vois, c'est. Là, je suis pas encore d'accord. Je suis pas encore d'accord. Swift, c'est la première option dans les jeux où il fallait gagner 5, 6, 7 yards sur du jeu rapide, etc. Jamal Williams a été utilisé pratiquement en red zone la plupart du temps. C'est ce qui lui a fait d'ailleurs faire grimper son nombre de touchdowns. Et pour pilonner aussi, c'était une course différente. Moi, DeAndre Swift a été quand même le running back numéro 1 des Lions. Après, il y a 2 ans. c'est une façon de jouer qui est totalement différente. Complètement. Mais là, je pense que chez les Eagles, il va s'éclater, le gars. À moins qu'il se blesse, parce qu'il s'est déjà arrivé. Et là, il s'éclatera beaucoup moins, il s'éclatera sur le banc. Voilà. Les amis, juste avant de passer à vos classements de cette NFC Est, je me permets de rappeler et même pas de rappeler, d'annoncer le programme à nos auditeurs pour toute cette saison 2023 de NFL sur The Free Agent. On se retrouvera les jeudis pour les lives sur Twitch et sur YouTube à 21h. On se retrouvera le dimanche avec Yaya qui animera le Tailgate Red Zone à 17h30 là aussi sur Twitch et sur YouTube. Et on se retrouvera aussi le lundi à 21h pour un nouveau live pour présenter le Monday Night Football et revenir sur tout ce qui se sera passé le dimanche. Ce rythme commence dès lundi qui arrive, lundi 4 septembre, où on fera un power ranking des équipes de cette saison 2023 et ce sera avec un invité qu'on vous présentera très prochainement, mais qui est quelqu'un de particulièrement connu. Voilà, connu des réseaux sociaux et qui nous fait l'immense honneur de venir avec nous pour ce podcast. Donc vraiment le 4 septembre, ce sera même en live sur Twitch et sur YouTube. Soyez au rendez-vous à 21h pour le Power Ranking d'avant-saison. Juste
avant de refermer ce podcast, ce dernier, des previews NFC Est, le classement, comme d'habitude, de la première à la 4e place. Je t'écoute, mon Yaya. Commanders, Giants. Commanders en 1. Ah non, en dernier. Non, de la première à la 4e, j'ai dit. Ah, première, dernière. J'ai bugué. Il n'écoute pas les consignes. J'ai eu chaud, là. Je me suis dit Commanders, Giants, pardon. Attends, il met où les Eagles, là? Non, alors, on a oublié de parler de la malédiction. La malédiction depuis 2000 combien, Bertrand, 2004. Jamais personne n'a fait le doublé sur la division. Donc, je mets Cowboys en 1, en 2 Philadelphie, en 3 les Giants, en 4 Washington. Bertrand. Eagles. Et après, je m'expliquerai sur le reste. Eagles, Giants, Cowboys, Commanders. Et pourquoi je mets les Giants avant ? Parce que je reste sur cette, malgré l'énorme talent qu'il y a dans cette équipe des Cowboys, je reste sur le fait que McCarthy les plante par son coaching et sur le fait que le planning les empêche de faire les éclats qu'ils ont pu avoir, surtout en défense, parce que les turnovers, tu peux les faire sur des équipes qui sont un peu plus faibles, sur des équipes plus fortes, c'est un peu plus compliqué, où là, ça se joue vraiment très, très serré. Donc, j'ai peur que ça se joue à rien. Peut-être que ça sera 9-8 Giants et 8-9 Cowboys, ou même un truc à égalité, mais je les mets quand même, je mets les Giants numéro 2. Voilà. Très bien. Pour moi, ce sera le même classement que l'an dernier. Eagles, Cowboys, Giants, Commanders. Je prends pas de risque. J'en ai pris sur la FC Est. Je vais pas en prendre tous les 3 jours non plus. Faut pas déconner non plus. Merci. Mais Eagles de loin devant tout le monde, ça, c'est sûr. Et t'as pas peur de la gueule de bois du Super Bowl, toi ? Pas cette année. Franchement, s'il n'y avait pas un manager général comme Howie Roseman, je te jure, pourtant, c'est pas lui qui coach, mais ce mec-là, il y a une aura, il y a quelque chose, et il fait les choses bien. Et c'est tout, il faut le reconnaître. Et même avec un Nick Sirianni, un coach qui est complètement... je sais pas comment expliquer le type de personnage que c'est, et ben ça prend quand même et ça fonctionne. Donc, voilà. T'as pas peur que Sirianni au premier match il pète un câble, il insulte l'arbitre, il frappe un arbitre et il se prenne toute une suspension? Non, il est même pas assez intelligent pour ça. En fait, il est bête. En fait, on salue Sirianni qui nous écoute. Salut. Non, mais il est pas. C'est juste qu'il est. Ouais, en fait, il est pas méchant, quoi. Il est juste bête. Il a pas. Il coach. S'il est là, c'est qu'il sait coacher une équipe. Attention, mais il sait pas se tenir. Voilà, c'est ça. C'est comme le cousin au mariage qui boit trop et que tu prends par l'épaule en disant allez viens, on va sortir parce que là ça va pas. Tu fais n'importe quoi, tu te ridiculises devant toute la famille. C'est ça en fait. Et Jalen Hurts, c'est ce qu'il a fait. À un moment donné, il faisait un signe avec un petit sourire à l'équipe d'en face et Jalen Hurts qui le regarde avec un petit sourire en coin du style c'est pas nécessaire, quoi. Arrête, t'es au Super Bowl, tu te ridiculises, tu fais n'importe quoi. Voilà. Donc le mec est plus mature que son coach. C'est l'heure de rentrer à la maison. Bah ouais, ton Nick, c'est l'heure de rentrer. T'as bu trop de 16, il faut arrêter. Maintenant, ça y est, c'est fini, parce que sinon, ça va faire des histoires. Les Eagles qui commenceront leur saison d'ailleurs contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ce sera dimanche 10 septembre à 22h25 et ce sera au Gillette Stadium. Oui, ce sera. Et je crois que c'est le match d'hommage à Tom Brady, non ? Ah oui, c'est ça, oui, exact. On a quand même une première journée qui est sympa. On a le Cowboys Giants, on a ce match-là que tu viens de dire, on a les Chiefs qui jouent contre les Lions jeudi, je crois, de mémoire. Il y a un Bengals Browns aussi, je crois, en AFC Nord qui peut être. Et Jets Bills. Qui peut être sympathique. Jets Bills. Et les enfants, tous les agents libres, je vous le dis, restez avec nous toute la saison parce que chaque semaine, avec les matchs qu'il y a, heureusement qu'il y a les Cardinals pour faire baisser le niveau, parce que sinon, franchement, pour le reste, ça. Il y a un Steelers 49ers aussi le premier dimanche. Steelers 49ers, qui est pas mal non plus. Ouais, ça aussi, il n'est pas piqué des hannetons non plus. Qui doit être sympathique aussi. Et on rappelle que si même Jalen Hurts venait à se blesser chez les Eagles, ce ne serait pas trop grave pour la franchise puisque Marcus Mariota est derrière.
en QB backup et que, comme chacun le sait, il a mené Atlanta à de nombreux succès. C'est là-dessus qu'on ferme le podcast. Merci Bertrand, merci Yaya pour vos interventions toujours éclairées comme d'habitude. On se retrouve donc lundi sur la chaîne Twitch et YouTube de The Free Agent pour un live spécial Power Ranking de la saison 2023, juste avant le début de cette saison qui commencera donc la semaine prochaine. Salut à tous et merci encore de votre attention. Salut. Ciao. Bientôt, bye bye.